Welcome to the Private Equity Exchange, the only summit bridging the gaps between limited partners, private equity funds, corporate executives, and entrepreneurs. With over 1,000 delegates, the Private Equity Exchange is the only venue where LPs, private equity firms, corporate executives, and entrepreneurs meet. Before the events, using our internet platform, schedule one-on-one meetings with delegates that matter most to you, and exchange far more than business cards at your deal meetings at the Private Equity Exchange. Gather great market insight with over 120 speakers and 6 tracks to choose from. The Private Equity Exchange, the largest private equity event in Europe for CEOs, funds, and LPs. You are looking at LBO for management teams. Growth and management under LBO pressure. Build-up and debt management. Introducing Le groupe des Frères Blancs, c'est aujourd'hui une société qu'on verra tout à l'heure relativement prospère. Elle a été créée par 2 frères, donc Pierre et Jacques Blanc, avec une origine familiale très forte, avec la première acquisition donc en 1946 par un restaurant qui s'appelle Au Pied de Cochon, qui est un fameux restaurant des Halles, ouvert 24 heures sur 24. De la documentation sera à disposition à la fin de cette présentation. Et d'autre part, la création, donc après, par la réunion des 2 frères, donc Pierre et Jacques, avec 3 établissements en 1980, Au Pied de Cochon, l'Alsace sur les Champs-Élysées, le Grand Café, qui présente l'avantage d'être ouvert 24 heures sur 24 pour ceux qui finissent les LBO plutôt tardifs. Le poids du passé était relativement important, puisque, donc, comme je vous le disais, une origine familiale très forte, très poussée, une structure familiale qui existe depuis 30 ans, avec une problématique qui s'est posée fin décembre 2005 de transmission d'entreprise. En l'espace de 30 ans, le groupe s'est relativement bien développé, puisque de 3 établissements en 1980, on est arrivé à 24 établissements fin décembre 2005, répartis partout en région parisienne. Donc on est très franco-français, même parisiano-parisien, avec quelques expériences plutôt heureuses sur des nouvelles chaînes qui s'étaient implantées il y a à peu près une dizaine d'années, qui s'appellent Chez Clément, puisque là on est sorti du périphérique pour aller s'implanter à Petit-Clamart, Bougival et Boulogne. Donc aujourd'hui, le groupe, en quelques chiffres, donc un groupe qui se passe de commentaires en termes de valorisation, ou en tout cas en termes de présentation chiffrée, 24 établissements, donc en décembre 2005, 109 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé, 20 millions d'euros d'EBITDA, 1700 collaborateurs et 3 millions de clients qui sont affamés et qui après ressortent rassasiés, enfin en tout cas on l'espère, de nos établissements. Peut-être un petit mot de capital investissement. Oui, donc CDC Capital Investissement très brièvement, puisque le sujet doit rester centralisé sur le groupe des Frères Blancs plus que sur le groupe CDC Capital Investissement. Donc un rappel, c'est un acteur historique du capital investissement, avec plus de 60 opérations réalisées à travers tant la partie service industrie, ex-service industrie, que la partie CDC Entreprise Capital, puisqu'en fait on a deux comités d'investissement et 2 équipes, une qui s'occupe des LBO inférieurs à 75 millions d'euros d'entreprise et une qui s'occupe des LBO supérieurs à 75 millions d'euros d'entreprise. Filiale de la Caisse des dépôts pour la société de gestion, 1,8 milliard d'euros sous gestion, des opérations qui s'échelonnent, alors j'ai mis de 10 à 150, mais on peut dire de 5 pour la partie service industrie, à 150 et plus, 150 étant des opérations avec les fonds dont nous disposons qui sont à hauteur de 700 millions d'euros, sachant qu'on a aussi la capacité à faire appel à nos co-investisseurs, sachant que le fonds est principalement levé auprès de la Caisse des dépôts, de la CNP, des caisses d'épargne et Écureuil Vie. On est présent sur toute typologie d'opérations, que ce soit le LBO, l'OBO, le MBO ou tous les noms barbares qui peuvent être utilisés, du moment que c'est une opération d'acquisition avec effet de levier et plutôt en majoritaire, en tous ces cas, pour la partie supérieure à 75 millions d'euros de valeur d'entreprise. Donc ce qui nous différencie très brièvement de nos concurrents, de nos importants et imposants concurrents, puisque le marché est particulièrement concurrentiel, c'est que la première chose, c'est qu'on a la capacité à être un petit peu plus long que dans l'investissement et en tant que partenaire de l'entreprise, pour des raisons relativement simples, c'est-à-dire que nous sommes comme eux sous une logique de FCPR, donc avec un temps d'une dizaine d'années maximum,
Mais comme l'argent est levé auprès d'institutionnels et non à travers des roadshows internationaux où le principal élément à démontrer pendant ces roadshows est le TRI, et donc ce qui implique de faire tourner rapidement les actifs, nous c'est la plus-value réalisée, et le TRI en second et pas l'inverse. Donc ce qui nous permet de tenir un peu plus longtemps nos investissements que nos concurrents. Ce qui, au demeurant, ne veut pas dire qu'on ne fera pas tourner aussi des actifs relativement rapidement, ça dépend des opportunités bien évidemment, mais en tous les cas sur des problématiques de build-up, de consolidation de marché, quand il faut garder un peu plus que les 3-4 ans habituellement considérés, c'est quelque chose qui nous pose aucun problème. 20 professionnels, des transactions qui vont de Bâti Santé, qui était un Nobo, à Quick, la dernière opération, qui est donc une prise majoritaire et un P2P. Et donc les différentes personnes, si vous souhaitez les contacter. Mais je crois que vous avez des plaquettes aussi devant vous. Voilà. Passons maintenant au cas pratique donc de l'opération d'acquisition. On va revenir rapidement sur les grandes dates qui ont jalonné le process d'acquisition. Le groupe des Frères Blancs donc, a décidé de céder l'intégralité du capital dès avril 2005. Donc il a lancé le process avec une banque d'affaires. À partir de là, s'est mis en place toute une logique de préparation d'infomémo, de préparation de business plan, de préparation de management presentation, avec une remise de l'infomémo à l'ensemble des personnes ou des fonds qui étaient intéressés à cette opération en octobre 2005. À partir de là, on a rencontré les différents acquéreurs potentiels. On a fait des petites réunions de synthèse, des réunions de présentation, des premières approches, des discussions plus ou moins avancées sur un certain nombre de sujets. Les principaux étant toujours tournés vers d'abord l'intégration ou en tout cas la sortie des deux actionnaires historiques et familiaux qui étaient quand même relativement qui pesaient d'un poids très très lourd dans le dispositif, et dans un deuxième temps l'intégration des nouveaux collaborateurs ou en tout cas d'un nouveau style de management avec une consonance très importante tirée sur le développement de l'entreprise. À partir de là, donc, les fonds se sont concertés, pas forcément entre eux, mais en tout cas, ils ont remis des offres début novembre 2005 à la banque d'affaires pour pouvoir donc définitivement réaliser l'opération avec une première approche, là, bien évidemment, qui était délivrée au moment de l'opération sur les thèmes de management package et sur les opérations en elles-mêmes, à savoir la préparation et la présentation, cette fois-ci, de l'ensemble de l'équipe de direction devant les fonds d'investissement, donc le grand oral qu'on appelle les management press, qui sont très importantes, puisque c'est là la première fois qu'on va rencontrer et qu'on va pouvoir discuter de manière très approfondie de l'ensemble du business tel qu'il était avant, tel qu'on le verra après, avec l'ensemble des acteurs du dossier, que ce soit les fonds d'investissement, les avocats, leurs propres conseils, un certain nombre de personnes qu'on va voir tout à l'heure. Et bien pendant ce temps-là, il faut aussi rassurer et continuer à gérer, parce qu'il faut rassurer les équipes, parce que la problématique dans ce genre d'opération, c'est qu'il y a un peu de secret, notamment auprès des collaborateurs parfois les plus proches. Remise des offres définitives, donc avec un signing qui s'est réalisé fin novembre 2005, donc ça fait à peu près un an maintenant, donc on est en relation avec CDC Entreprise Capital, enfin qui s'appelait à l'époque Entreprise Capital, qui s'appelle maintenant Capital Investissement, avec notamment tout ce qui a concerné la mise en place du financement, parce que bien évidemment l'argent étant très important dans ce métier, il a fallu aller contacter et sous l'égide du nouvel possible actionnaire l'ensemble des banques d'investissement qui vont elles-mêmes intervenir dans cette opération. Et puis d'autre part, la discussion du pacte d'actionnaires qui va donc coordonner et qui va réaliser, ou en tout cas synthétiser les grandes orientations de la vie future après le closing. Et une fois que le closing est réalisé, donc l'aventure commence. Et c'était un vrai cadeau de Noël puisqu'on a signé définitivement le 26 décembre 2005. Le week-end de Noël a été plutôt agité. Alors pendant ce temps-là, c'est vrai que le rôle du management a été profondément modifié.
Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai expliqué, on passait d'une stratégie d'un groupe familial très monocentré sur une seule personne, voire deux, à une stratégie où là, pour le coup, on était sur plutôt éclaté en termes de management, avec la mise en place d'un actionnariat différent de celui qui existait, bien évidemment, et la mise en place d'un management plutôt centré sur 3, 4, 5 personnes, avec chacun des composantes différentes, et en tout cas un passé différent, donc la véritable constitution d'une équipe de direction. D'autre part, il a fallu commencer à évoquer les montages juridiques et financiers à l'intégration dans l'intégration de ces nouveaux paramètres. Il a fallu également, là pour le coup, s'apprivoiser avec le troisième type d'actionnaire, ce qu'on a appelé troisième type d'actionnaire, à côté de l'actionnariat familial, à côté de l'actionnariat plus institutionnel que peuvent représenter parfois les banques. Là, cette fois-ci, c'est les investisseurs financiers qui prennent le pouvoir dans l'entreprise. Donc, il a fallu discuter avec eux, vraiment discuter, pour pouvoir s'apprécier. Et puis, d'autre part, il a fallu, bien évidemment, franchir un cap, qui est celui où l'on passe de salarié à celui d'actionnaire dirigeant, où pour beaucoup d'entre nous, c'est un véritable passage, puisque on passe parfois de la douceur feutrée d'un bureau, non pas sur les 35 heures, mais avec une certaine, je dirais, sécurité, non pas de l'emploi, mais en tout cas une sécurité dans la prise de décision. À cette fois-ci, on passe le cap et on devient des entrepreneurs. Et pour beaucoup des collaborateurs que j'ai le plaisir aujourd'hui de diriger, ça a été un vrai cap et ça l'est encore à passer. Donc ça reste très intéressant de ce côté-là. Pendant ce temps-là, les affaires continuent. Parce que pendant tout le cap et tout le passage de l'opération dite de LBO, il faut toujours continuer à gérer en quotidien, c'est-à-dire conserver le dynamisme des troupes, l'atteinte du résultat tel que l'on s'est engagé à le formuler, ou en tout cas à le former auprès des anciens actionnaires et auprès des nouveaux actionnaires, puisque là aussi on s'est engagé sur un business plan. Le business plan il repose principalement sur l'atteinte des premiers résultats, notamment celui de la sortie juste après l'opération. Il a fallu également constituer l'équipe de direction. Dans le cas présent, on était tous avec parfois moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, avec parfois des niveaux de responsabilité très élevés. Donc il a fallu aussi synthétiser l'ensemble des bonnes volontés et des compétences dans cette nouvelle règle, dans cette nouvelle configuration. Conserver la confiance des cédants, c'est primordial, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un actionnaire qui sort et qui a peur, ou en tout cas qui n'est pas confiant dans la possibilité de transmettre son entreprise à un nouveau groupe, parce que la cession d'une entreprise, notamment pour un actionnaire familial, c'est pas uniquement toucher un gros chèque ou un gros virement le 26 décembre, mais c'est également pouvoir transmettre l'entreprise pour pouvoir continuer à la développer et en tout cas transmettre une certaine idée. Et là aussi, c'est très très important de conserver cette confiance de la part des actionnaires sortants. Et il a fallu également optimiser les résultats, c'est pas faire rendre la mariée le plus belle possible, parce que ça, les chiffres sont ce qu'ils sont, mais en tout cas pouvoir se mettre en position de remplir le business plan tel qu'on s'y est engagé avec l'arrivée des nouveaux actionnaires. Et puis protéger également ses intérêts de futurs actionnaires. Et là, pour le coup, la schizophrénie, comme on l'a marqué, guette un peu, parce que il faut parfois interagir pour l'ancien actionnaire, protéger ses propres intérêts et celui de l'actionnaire qui arrive. Donc parfois, on est un peu tiraillé entre différentes solutions ou différents modes de fonctionnement. Et là, il a fallu prendre beaucoup sur soi et donc c'est tout l'intérêt de prendre un certain nombre de conseils. Donc le remède, il n'est pas psychiatrique bien évidemment, c'est se faire assister, se faire conseiller. Ça c'est primordial dans cette opération. Ça nous a permis non pas d'éviter de faire des bêtises, mais en tout cas de pouvoir avoir des personnes qui ont une certaine habitude de négocier directement avec les fonds d'investissement et de savoir exactement quelles sont les attentes et les objectifs que forme un LBO, en tout cas un fonds d'investissement dans un cadre LBO, et comment nous se protéger, notamment dans le cadre du pacte d'actionnaires et dans le cadre de la négociation, même sur les conditions d'intervention, nos propres conditions d'intervention, au niveau de notre partage de plus-value, au niveau de notre condition de rémunération, enfin de l'ensemble du package actionnaire. Et ça permet également, au cours des discussions difficiles, et je me souviens notamment d'une discussion qui s'est terminée le 24 décembre vers
3-4 heures du matin. Pour la première fois, vous m'avez appelé mon cher président. Et c'est vrai que ça a été là l'occasion d'avoir des discussions un peu viriles, musclées, mais qui, normalement, sont les seules à se faire jour à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on vide notre sac à ce moment-là. Et c'est vrai que les avocats et les conseillers financiers sont d'excellentes personnes pour pouvoir encaisser ces coûts-là. Ils sont payés pour ça, en partie par le fonds d'investissement, et qui puissent justement répondre à nos propres craintes. Et puis après, surtout, préparer le coup d'après, qui est le coup le plus important, c'est l'intégration des nouveaux collaborateurs dans le LBO. C'est-à-dire qu'au-delà des personnes qui composent les membres du directoire, ou en tout cas du comité de direction très proche, et qui sont les premiers actionnaires, il va falloir intégrer les autres cadres dans le LBO, notamment les directeurs de restaurants. Pour le coup, là, il a fallu commencer à préparer dès cette époque-là leur phase d'intégration et comment est-ce qu'ils allaient intervenir dans cette belle aventure. Alors pendant ce temps-là, que fait l'investisseur? Alors il est devenu au fil des années un vrai manager de process. Enfin, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Aforge, mais c'est de plus en plus le cas. Les process étant de plus en plus courts, malgré ce qu'on a pu dire ce matin en disant ça dure environ 6 mois, c'est long, etc. Mais c'est de plus en plus court pour l'investisseur, parce que à partir du moment où l'investisseur arrive sur le dossier, il faut compter plutôt 2 mois et demi avant de réellement débourser l'argent, 2 mois et demi, 3 mois. Et donc ce sont des process qui sont très 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 resserrés. Pendant ces 2-3 mois, qu'est-ce qui se passe? Donc, bien évidemment, il y a tout le process des due diligence qui doit être mené. Il y a le process bien évidemment, de gestion de la banque d'affaires et du vendeur quant à la détermination du prix. Il y a bien évidemment aussi toute la levée de la dette d'acquisition. Et puis, il y a aussi 2 autres choses. C'est une chose importante, c'est convaincre en interne. Parce que il faut convaincre ses comités d'investissement aussi sur les dossiers qu'on regarde. Et ses partenaires, et aussi rentrer dans un jeu de séduction, discussion avec le management. C'est, à mon sens, peut-être au sein des différentes relations que je viens de mentionner, la plus importante. Pourquoi? Parce que on est, à travers le premier contact de la management présentation, et puis après, à travers les différents contacts que la banque d'affaires va nous laisser avoir, on est vraiment dans une logique de séduire, d'expliquer qui on est, pourquoi on est intéressé par l'entreprise, pourquoi on considère que ce management-là est le management qui est capable de la mener où on souhaite qu'elle aille, qu'on a une vision commune. Et il faut à la fois expliquer qui on est, parce qu'on apparaît à 99% du temps comme des financiers, avec tout ce que ça peut comporter de négatif dans le premier contact avec le management, et expliquer des financiers, oui, mais des financiers, ça peut être aussi positif, et ça peut amener un certain nombre de choses, notamment sur la levée de la dette, sur la gestion, et sur les contacts qui peuvent amener, notamment dans les opérations de build-up. Je pense que ce qui est pour moi, si j'avais un message à faire passer aujourd'hui, ce qui est particulièrement important, c'est en effet cette dimension relation humaine, tout simplement humaine, entre l'équipe d'investissement et l'équipe de management. On appelle ça des LBO, en mettant le L en premier. Pour nous, c'est vraiment des MBO, en mettant le M, management, en premier. Et on est de loin dans une logique de préférer des sociétés qui sont sur des marchés plutôt moyens avec des bons managements que des sociétés qui sont sur des très bons marchés avec des managements moyens. La réactivité du management est primordiale dans nos opérations, et réellement le process, quel qu'il soit, de la quelque durée qu'il soit, est à 80% réussi quand entre l'équipe de management et l'équipe d'investissement, on se comprend tout simplement, et on pense qu'on va tirer toujours dans la même direction dans les 3 à 5 ans qui viennent. Rapidement, quelque chose, il n'y a rien de plus simple. Je veux dire, on peut faire tous les schémas juridiques possibles et imaginables. On aime d'ailleurs faire des schémas compliqués, poussés par nos conseillers et avocats. Mais in fine, c'est toujours la même chose. On fait un groupe d'intégration fiscale. Il y a le management qui investit à nos côtés
dans une logique avec un kicker que nous n'avons pas, qui est représenté ici par des BSA notamment, et il y a la dette qui finance le complément. C'est toujours la même chose, on peut rajouter 8 structures, on peut faire 15 flux, ça restera toujours aussi simple que ça. C'est d'ailleurs une chose qu'il faut expliquer au management, et qu'il faut expliquer au management qui est le management de premier cercle, qui est le directoire ou le comité de direction, et qui comprend très bien et qui est baigné dans l'opération, dans le process, et donc qui a eu la banque d'affaires qui lui a expliqué, qui a eu les vendeurs qui lui ont expliqué, les acheteurs qui lui ont expliqué. Donc ça, ce n'est pas le problème. Mais par contre, il faut pouvoir être suffisamment clair, simple, pour expliquer aussi au deuxième cercle de management, puisque nous considérons, donc chez CCC Capital Investissement, qu'il est particulièrement important de motiver non pas le simple premier cercle, mais le second cercle, qui est défini avec le management. Alors je vais laisser parler Frédéric sur comment il a défini son cercle, son second cercle de management, sur Marc Orient, qui est une opération qu'on a fait dans la bijouterie. Le comité de direction fait 6 personnes et on a intéressé 25 personnes. Parce qu'on a considéré qu'il y avait, avec le management bien sûr, des fonctions clés qu'il était important de retrouver dans l'actionnariat et que ces personnes-là étaient les garantes de la croissance future de la société. Donc aujourd'hui, les cadres qui sont intégrés dans le process de cette opération, ils répondent à plusieurs critères. Le premier, c'est qu'il y a forcément l'ensemble du directoire, ou en tout cas du premier cercle du comité de direction, donc qui regroupe à peu près 7-8 personnes, sachant que sont rentrés avec un engagement fort de souscription dès le 26 décembre dans le cercle dans le premier cercle, l'ensemble des membres du directoire. Donc les 5 personnes ont signé dès le 26 décembre un engagement ferme de souscrire à l'augmentation de capital, quoi qu'il arrive, au moment du débouclage définitif de l'opération avec l'ensemble des managers. Donc là-dessus, c'était pour cela, je pense, d'un point de vue des nouveaux actionnaires et des nouveaux partenaires très importants que l'ensemble des membres du directoire et son président en tête souscrivent à cette augmentation de capital, même en n'ayant pas forcément le premier sou pour pouvoir y arriver. Donc ça, c'est aussi un des critères importants. Mais là, c'était une preuve, en tout cas, d'adhésion au projet. La deuxième preuve d'adhésion au projet, ça a été de prendre son bâton de pèlerin et d'aller expliquer à l'ensemble des directeurs d'établissement, parce qu'on a mis l'ensemble des directeurs de restaurants dans la boucle de l'investissement dans ce projet. Alors pourquoi les directeurs de restaurants? Parce qu'on aurait très bien pu s'arrêter au moment du siège, donc une dizaine de personnes. J'ai considéré qu'il fallait, pour pouvoir fidéliser, pour pouvoir fédérer dans un projet et de pouvoir les faire participer à cette belle aventure, il fallait mettre tous ceux qui produisent. Et à savoir tous ceux qui produisent, c'est ceux qui sont au contact quotidien des clients que vous êtes, enfin du moins je l'espère, et des collaborateurs. Aujourd'hui, il y a quand même, comme je vous le disais, 1700 collaborateurs, 3 millions de clients. C'est eux qui sont au quotidien et au day-to-day business. Donc c'était très important de pouvoir les fidéliser et les faire participer à ce projet. Donc les cadres clés du groupe, avec une volonté partagée, quand on a discuté avec l'actionnaire, il y avait bien évidemment pas de l'ombre d'une discussion sur cette adhésion des directeurs de restaurants, puisque c'est eux qui aujourd'hui font la production de cash quotidienne, le siège n'étant là que pour le dépenser, avec un sentiment très fort d'appartenance dans cette opération par l'intégration de ces nouveaux collaborateurs, par l'intégration des collaborateurs en tant qu'actionnaires. Jusqu'à présent, le groupe des Frères Blancs, c'était un groupe familial, donc avec 3-4 actionnaires, donc familial, et les seuls un des critères, c'est qu'ils s'appelaient tous blancs, donc sauf à s'appeler blanc, on ne pouvait pas devenir actionnaire. Là, aujourd'hui, les 40 collaborateurs, on a 40 collaborateurs qui sont directement actionnaires du groupe ou à travers une filiale, logés dans une structure de management, ce qui leur permet aujourd'hui d'avoir un partage de plus-value à la sortie, bien évidemment, mais également un partage de risque. Donc ils sont devenus aussi entrepreneurs, et comme alors ils l'étaient déjà un peu à travers leur responsabilité de direction d'établissement, mais aujourd'hui ils participent à quelques grandes décisions du groupe. Et notamment, ils participent également à des assemblées générales, à des réunions, des synthèses mensuelles. Donc c'est pour eux aussi la possibilité d'être directement intervenant dans l'opération et comprendre un peu mieux les rouages de cette activité.
Alors comment ça se passe? Généralement, on n'est pas très inventif en la matière. C'est toujours par intégration de bons de souscription d'actions qui leur sont remis contre la souscription d'une augmentation de capital à travers des actions, donc qui sont après définis dans un pacte d'actionnaires qui fait l'objet de discussions. Mais ça, on en a déjà parlé tout à l'heure. Et puis quand, en fait, on a souhaité là aussi que ça se fasse le plus rapidement possible pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'une fois que c'est fait, on n'y pense plus. Le principe même du pacte d'actionnaires, ou en tout cas de la mécanique même de l'intégration des personnes dans le capital, une fois qu'ils ont signé l'augmentation de capital, une fois qu'ils ont versé les fonds, parce qu'il y a bien une sortie de trésorerie pour eux, on met ça dans un coffre. Il ne faut surtout plus y penser, parce que c'est pas avec ça qu'on gère une entreprise, mais c'est avec des projets, et les projets, on les met tous en commun. Donc il fallait régler le problème le plus rapidement possible, en tout cas le problème, l'intégration et l'investissement de ces cadres le plus rapidement possible, pour pouvoir passer à la deuxième phase de l'opération, à savoir les opérations de build-up. La deuxième, il faut aller vite pour continuer la mobilisation, parce qu'il y a beaucoup d'opérations qui se décident, ou en tout cas qui se réalisent au moment de la sortie des anciens actionnaires, donc actionnaires familiaux, et qui ont, par leur poids dans le passé et par leur sortie même, engendré un sentiment non pas de fuite, mais en tout cas d'un sentiment d'abandon chez les directeurs de restaurants. Et c'est très fort dans une société familiale. Là aussi, par la souscription, ou en tout cas par leur souscription, on fédère et on met en place un nouveau projet d'entreprise qui ne se situe plus au niveau d'un simple cadre de salarial, ou en tout cas d'un simple cadre de direction d'établissement, mais au niveau d'un actionnariat de groupe et d'un actionnariat avec un sentiment de participer à un beau projet, à une belle aventure, et pas uniquement fondé sur des simples ratios financiers, mais également fondé sur des opérations de croissance externe qui fait aujourd'hui le moteur dans un groupe comme le nôtre. Juste, là, on touche un sujet qui peut être dangereux, et il y a un potentiel risque, puisque quand vous avez là on parle d'une quarantaine de personnes qui étaient des salariés, qui restent des salariés, qui deviennent actionnaires, il faut que le directoire fasse particulièrement attention aux velléités pas spécialement, comment dirais-je, comprise de ses membres de se comporter comme des actionnaires. Et donc de demander les comptes mensuels, les mouvements de cash, des réunions tous les 2 mois. Non, je veux dire, chacun doit rester à sa place. La logique de l'investissement des managers, c'est en effet de leur permettre de profiter de la plus-value à la sortie. Il n'est pas, dans une opération de LBO, logique de réfléchir, cette fois-ci, avec un directoire élargi à 40 personnes. Mais c'est une tendance, donc il faut faire particulièrement attention à ça. Deuxième chose à laquelle il faut faire particulièrement attention, c'est que, et je l'ai vécu moi à travers un des repas qui est organisé sur des thèmes particuliers où il y a un certain nombre d'invités qui viennent, et j'en étais, donc c'était chez Clément. Donc il y avait une trentaine de personnes pour une nouvelle carte donc, qui avait été invitée. Et je me suis retrouvé à une table. Il y avait un conseiller général, il y avait 2 directeurs de chez Clément qui n'ont pas, pendant 2 heures, arrêté de parler de EBITDA, multiples, réduction des coûts, amélioration du BFR. Et c'était, on voyait, alors on avait fait l'investissement une semaine avant, mais on était passé dans une logique qui était vraiment un peu trop financière. Donc il faut que chacun reste à sa place. Deuxième anecdote, on s'est rendu compte sur une dizaine de jours après avoir fait l'investissement que des personnes ne raisonnaient plus service, augmentation de la fréquentation, etc., mais raisonnaient si le CDD je le prends 2 jours plus tard, j'aurai un ratio qui sera supérieurement intéressant pour montrer aux actionnaires, etc. Donc bon, faut gérer la chose de façon très fine. Il faut faire attention à ça. On a vécu, en général ça dure une quinzaine de jours, hein. On a vécu la même chose chez Marc Oriant, où en effet les gens faisaient beaucoup plus attention à leurs dépenses de frais de personnel qu'à leur augmentation du chiffre d'affaires. Donc il faut bien faire comprendre à ce moment-là que leur métier c'est le haut du PNL, le siège gère un peu plus le bas, et le bilan, c'est quelque chose à la fois du siège et de l'actionnaire. Donc au niveau du
cette fois-ci, donc le deal est terminé, les actionnaires nouveaux sont mis en place, donc on peut passer au plat de résistance, à savoir la vie après le deal. Donc qu'est-ce qui se passe après? Après, en fait, vont se mettre en place un certain nombre de réunions, de comités, de reporting, de décisions conjointes à travers un certain nombre d'organes ou de contrats qui sont signés. Le premier d'entre eux, c'est le pacte d'actionnaires. Alors, le pacte d'actionnaires, comme son nom l'indique, c'est donc un contrat qui essaye de détailler au plus fin les engagements et les droits et obligations de l'ensemble des membres qui le signent dans leur rapport entre eux. Alors cela étant posé, après, on peut discuter de beaucoup de choses, sauf qu'il s'agit en fait d'un engagement fort et puissant dans la stricte règle de la séparation des pouvoirs qui peuvent exister entre les actionnaires d'une part et les dirigeants d'autre part. Le principe même, c'est qu'il y a bien un conseil, un directoire, donc qui dirige l'ensemble du groupe, qui prend un certain nombre de décisions et qui les rapporte au niveau d'un conseil de surveillance. Et à partir de là, il y a un certain nombre de décisions qui sont encadrées, non pas pour des raisons de confiance ou non, mais pour des raisons généralement de partage de décisions, pour être sûr qu'on a bien la même vision stratégique sur telle ou telle opération, mais également pour des raisons de covenant bancaire ou de stricte application de la documentation bancaire. Donc, c'est généralement des décisions qui tiennent aux embauches, ou notamment au personnel cadre dirigeant, où là, on est généralement limité à un certain niveau de salaire pour éviter des augmentations importantes de la masse salariale, en tout cas comprendre pourquoi est-ce qu'on veut embaucher telle ou telle personne. C'est les investissements, bien évidemment, les investissements en termes de rénovation lourde des restaurants, soit en termes de nouvelles opérations. Et là, je dois dire qu'on est très fortement épaulé par nos actionnaires, puisque généralement, ce sont les premiers qui vont goûter les nouveaux établissements quand on les met en place. Mais à part ça, c'est vrai que le day-to-day business, il est libre. Ils nous font confiance sur la gestion même des établissements, avec, c'est vrai, un œil neuf sur un certain nombre de parfois dysfonctionnements, parce que chacun ayant sa propre sensibilité dans la consommation même de restaurants aujourd'hui. Mais à part ça, c'est vrai qu'il y a très peu d'interventionnisme à partir du moment où, c'est vrai, on est dans les purs du business plan. Mais même si on est un peu, voire parfois très éloigné sur certains établissements, parce que tout ne se passe pas toujours comme on souhaiterait, notamment sur 24 établissements, à ce moment-là, c'est des discussions sur les manières et les moyens pour pouvoir remédier à la situation et aller de l'avant pour pouvoir remonter les établissements, en tout cas évoquer toutes les pistes, voire même des pistes parfois définitives sur tel ou tel établissement. Mais c'est vrai que cette contrainte, qui peut parfois être une contrainte lourde quand on voit les quelques pages que constitue le pacte d'actionnaires, elles sont nécessaires pour assurer en fait la pérennité même de l'entreprise, puisqu'on est quand même sous un régime de LBO avec une forte pression en termes de dette et donc de remontée de cash. Mais d'un autre côté aussi, on a les clés du magasin, donc il faut faire attention à la façon dont on gère et être sûr qu'on a bien la même vision stratégique sur la façon de procéder à ces opérations. Donc, à travers cela, c'est vrai que la corporate governance se met en place gentiment à travers donc un directoire, à travers un conseil de surveillance et à travers un comité stratégique. Mais je pense que là, vous pouvez en parler aussi. Oui. Donc nous, on a comme logique en fait bien évidemment de ne pas prendre de poste au directoire, de prendre les postes qui nous sont donc réservés au conseil de surveillance et d'essayer de donner au management une boîte à outils relativement fournie. Qu'on appelle le comité stratégique et qui doit être composé pour nous d'un certain nombre de membres qui ont des horizons qui peuvent être différents de ceux du management, en tous les cas qui ont des compétences qui peuvent les aider, que ce soit des compétences financières, des compétences analytiques sur des contrats particuliers ou des compétences dans d'autres domaines, retail ou autres. C'est quelque chose que l'on met en place avec le management de telle façon à ce qu'il puisse finalement avoir sa hotline à lui. Parce que le manager est en général dans ses opérations assez seul finalement. Le président d'une société de LBO, je me permettrai de vous redonner la parole après Frédéric, mais surtout après l'opération d'acquisition
où il a été conseillé par moult et moult conseils, banques d'affaires, etc., boum, se retrouve du jour au lendemain avec ce deal blues finalement, où il faut qu'il reparte au charbon, il n'y a plus personne, et puis c'est à lui de faire. Et puis en plus, il a sur le dos des conseils de surveillance, on parlera tout à fait des réunions des 100 jours, etc. etc., etc. Donc on aime assez réfléchir avec le président en lui disant, essayons de trouver 2-3 intervenants qui seront finalement votre hotline sur les 2-3 sujets où vous considérez avoir besoin d'un appui, peut-être ponctuel, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 6 mois, peut-être journalièrement pendant 3 mois. Et en général, ce qu'on apprécie, c'est que ces membres du comité stratégique, finalement, ne sont pas rémunérés en tant que conseil, mais investissent à nos côtés un montant qui est variable en fonction de la taille du dossier. Ce qui fait qu'ils sont bien évidemment dans une logique qui est équivalente à la nôtre. Ils n'investissent pas dans la logique du management, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit au BSA, etc., etc. Ils investissent dans notre logique à nous. Mais par contre, c'est la boîte à outils du manager. Peut-être sur la prochaine slide, où nous intervenons un peu plus souvent, puisque nous avons des réunions avec certaines échéances, et je vais en parler, mais où nous intervenons quasiment tout le temps, c'est bien évidemment sur la partie bancaire, notamment pour la mise en place, où dans un premier temps, on est obligé donc de travailler sans le management pour pouvoir avoir le niveau de dette qui nous permet de réaliser l'opération. Et entre le moment où on a signé l'opération et donc on s'est en fait conforté sur le niveau de dette et le moment où on close l'opération, on repasse par une séance de négociation avec les banquiers pour cette fois-ci rédiger la documentation. Et cette partie-là est toujours faite avec le management. Il est primordial que le management s'approprie 100% de la documentation bancaire. 100% étant un objectif, bien évidemment. Pourquoi ? La documentation bancaire, c'est ce qui va faire qu'ils vont notamment avoir le droit de faire certaines choses, ne pas avoir le droit d'en faire d'autres, puisque le pacte d'actionnaires a ses restrictions, mais la documentation bancaire a les siennes. Une des restrictions du pacte d'actionnaires, c'est de respecter la documentation bancaire. La documentation bancaire est particulièrement importante puisque c'est elle qui gère tous les covenants, toutes les demandes spécifiques, etc. Et c'est, à notre sens, du travail du directeur financier, bien évidemment, mais fortement épaulé par le fonds d'investissement, qui finalement est celui qui a choisi l'établissement bancaire, d'être toujours présent dans ces discussions. Sachant que un des changements encore pour le management ou pour le DAF en question, c'est qu'il avait l'habitude de traiter en bilatéral avec 2-3 établissements, et là il traite en pool. En pool, c'est-à-dire qu'il y a un agent, et derrière il y a 15, 20... Il peut y en avoir, ça dépend de la taille du dossier, mais une trentaine d'établissements qui doivent être, en plus, qui sont différents, que ce soit des établissements de crédit classiques ou des hedge funds, des CDO, etc. etc. Donc c'est un vrai suivi, tant par la fourniture d'informations que la gestion de la relation, où l'actionnaire intervient beaucoup. Notre mode d'intervention est simple, indépendamment de la partie bancaire. Il est d'être toujours présent pour tout ce qui concerne les acquisitions. Nous devons être présents pour les acquisitions à travers 2 choses, bien évidemment, à travers, dans un premier temps, la négociation d'une ligne dédiée de financement des acquisitions, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite pour les réaliser, mais aussi être là pour analyser l'intérêt des acquisitions avec le management. Donc on passe des sortes de comités d'investissement au niveau du comité de surveillance qui doivent considérer, oui ou non, si on va aller dans cette logique d'acquisition et si on va rajouter de l'argent ou tirer sur le cash de la société ou la dette. Donc ce sont les deux passages, dirais-je, quasiment obligés de la relation actionnaire. Pour ce qui est des embauches au-delà d'un certain montant et des contrats pluriannuels ou au-delà d'un certain montant, il y a bien évidemment aussi une intervention de l'actionnaire. Mais sinon, nous avons séparé notre intervention à la suite de l'opération en 2 grandes phases. Une première phase qu'on appelle les 100 jours, mais qui peut durer 90, comme 150, comme 300 jours, peu importe. C'est la logique même de dire on a besoin de rentrer en détail sur un certain nombre de sujets et de bien se comprendre, que vous, managers, compreniez ce que nous attendions, puisque avant on s'est vu lors d'un process accéléré, parce qu'il est 99% du temps, il est accéléré, même si vous considérez qu'il ne l'est pas, de toute façon, c'est une course. Donc on prend le temps de se poser, de réfléchir ensemble, de reprendre le business plan, de bien le comprendre,
de bien voir quels sont les moyens qui sont mis à la disposition du management et comment on va réussir à faire ce business plan. D'ailleurs, souvent, nous faisons intervenir nous-mêmes des conseils qui sont là pour finalement reprendre le business plan à nos côtés et aux côtés du management en disant, bon ben voilà, s'il y a des bottlenecks, s'il y a des endroits où vous n'êtes pas à l'aise, s'il y a des endroits où vous considérez par contre que vous avez encore du mou, c'est maintenant qu'on le remet en place, c'est maintenant qu'on le recadre. C'est la partie des 100 jours où on se voit une fois par semaine. Donc on se voit, on s'est vu avec Frédéric et le comité de direction, 3 heures tous les mercredis matins, pendant 100 jours. À la suite de cette phase, la logique est de se voir une fois par mois en analyse des résultats mensuels. Et pour ne pas avoir à s'embêter à convoquer des conseils de surveillance quand il y en a besoin, toutes les réunions mensuelles que nous faisons sont des conseils de surveillance. C'est plus simple. Alors, soit il y a des décisions, soit il n'y en a pas, mais peu importe. Comme de toute façon les personnes qui sont présentes, nous en avons 3 personnes au conseil de surveillance et un censeur, et ben ça va très vite. Voilà, donc à la fois être très présent au début, et puis après savoir laisser le management s'exprimer. Oui, on essaye. Donc, quand même, l'actionnaire a quand même un apport significatif dans l'ensemble de ce deal, notamment pour les managers que nous sommes et pour les actionnaires que nous devenons. Cet apport, il peut se résumer sur quatre grands principes. Tout d'abord, le système d'information et de reporting, puisque en fait, notamment dans le cadre du groupe des Frères Blancs, il y avait un système de reporting qui était plutôt axé vers descendant, donc sur les directeurs de restaurants, avec très peu d'informations en termes de cash ou en termes d'investissement, mais uniquement centré sur le client et la profitabilité de tel ou tel établissement sur des lignes très spécifiques qui correspondaient au métier de base des directeurs. À partir de là, nous, il a fallu construire et reconstruire parfois l'ensemble de notre programme de reporting pour pouvoir cette fois-ci faire une information remontante, donc ascendante, vers la communauté financière en général et vers l'actionnaire en particulier, puisque l'ensemble des reportings sont formulés, sont donnés à l'ensemble de notre pool bancaire, puisque ça fait partie de la documentation bancaire de base qui est signée entre la nouvelle société, donc la société holding, et l'ensemble de ses partenaires financiers. Donc là aussi, l'apport est très fort puisqu'il y a un partage d'expérience, ou en tout cas un apport d'expérience, puisque le fonds d'investissement, dont c'est le métier, nous dit voilà ce qu'attendent et voilà ce qui se fait normalement dans ce type d'opération. Et donc voici le schéma, voici le cadre, et comme ça permet aux banquiers d'agir directement à l'essentiel et d'être sûr que l'ensemble des informations dont ils ont eux-mêmes besoin pour pouvoir remonter sur leur propre comité, sur leur propre analyse, puissent trouver l'information dont ils ont besoin. Pas oublier que notre principal aujourd'hui interlocuteur en matière dans ce type d'opération, ça devient le banquier, puisque c'est vers lui qu'on va se tourner pour obtenir des modifications et des avenants au contrat de financement, les fameux waivers qui permettent de pouvoir accélérer des demandes d'investissement, de pouvoir faire d'autres choses que celles qui étaient prévues au contrat, de pouvoir non pas faire des entorses ou des entailles au contrat de mariage, mais bien au contraire de pouvoir accélérer un certain nombre de choses. Et donc si on n'a pas une qualité d'information importante d'un point de vue financier, et à ce moment-là, on crée le doute et parfois le trouble dans l'esprit des banquiers. Et il n'y a rien de pire qu'un banquier qui commence à ne plus avoir foi dans l'équipe de direction. Le deuxième apport de cet actionnaire, c'est aussi l'ensemble du programme d'action, comme on disait à la période des 100 jours, le partage de stratégie et le challenge permanent. C'est vrai qu'on a un certain nombre comme je vous le disais tout à l'heure, nos investisseurs et nos membres du conseil de surveillance, quand on leur propose un investissement, quand on leur propose une cible ou quand on leur propose une modification, même sur une carte de restaurant, ce sont les premiers à les tester et puis nous dire là, je ne suis pas sûr si on ferait ça, mais enfin bon, on n'est pas forcément les mieux placés pour, mais ça permet d'avoir en fait une sorte de première lecture parfois pas toujours très partial, mais au moins d'avoir une certaine réalité par rapport à ce qu'attend un client lambda sur telle ou telle opération. Donc c'est parfois très intéressant de ce point de vue-là. Le troisième apport, c'est vrai que c'est la culture cash. Jusqu'à présent, les Frères Blancs étaient assis sur un matelas de trésorerie. À ce niveau-là, c'est même plus un matelas, c'est carrément plusieurs matelas mis l'un sur l'autre. Et passer brutalement d'un matelas à une levée de dette
importante. Ça a pu stresser la directrice financière, ça la stresse d'ailleurs encore un peu, mais là aussi, ça permet d'avoir l'apport de la culture cash, de l'actionnaire, permet de briser un peu tous ces tabous et de dire, attendez, c'est pas grave hein, d'être assis sur beaucoup de dettes maintenant, mais justement, c'est à partir de là qu'on va pouvoir réagir et pouvoir se développer sur d'autres opérations. C'est vrai, à titre d'exemple, la directrice administrative et financière donc, avait eu l'habitude de gérer à la demande des frères Blanc et donc de façon particulièrement patrimoniale 30 millions d'euros de cash. Et donc c'est vrai que vous ne parlez pas de la même façon aux banquiers quand vous avez 30 millions d'euros de cash que quand vous avez 100 millions de dettes. Voilà. Donc, mais généralement, vous peut-être mieux avoir 100 millions de dettes, ils vous écoutent beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus attentifs. Et d'autre part, c'est vrai qu'il y a un aspect très important de l'apport de l'actionnaire qui est le réseau de ses correspondants, et c'est pas uniquement des réseaux de correspondants financiers ou en tout cas bancaires, mais c'est également tout le réseau d'apporteurs d'affaires. Parce qu'à travers leur expérience, et c'est vrai que mais leur expérience en dehors de leur métier de fonds d'investissement, ils ont tout un réseau, notamment à travers des avocats, à travers des apporteurs d'affaires, et donc ils nous permettent de nous alimenter nous-mêmes sur nos propres opérations pour pouvoir justement faire grandir le groupe. Parce qu'en fait, et là on va arriver donc à la fin de cette présentation, enfin une partie de la fin de cette présentation, donc le dessert, c'est vrai que la cerise sur le gâteau, c'est de pouvoir réaliser des opérations complémentaires. Puisque donc la règle du LBO, c'est créer de la valeur et trouver des nouveaux relais de croissance. Le principe, c'est à partir d'une société qui travaille bien, qui est plutôt performante, avec des bons ratios et sans trop de problématiques de financement, en tout cas de trésorerie, c'est pouvoir trouver des nouveaux relais de croissance pour pouvoir augmenter la taille du réseau sans augmenter pour autant les coûts et donc de pouvoir avoir des synergies qui vont se mettre en place naturellement sur l'ensemble du parc existant. Donc cette stratégie d'acquisition, elle se situe au niveau, sa création de valeur, elle se situe au niveau de 3 règles. La première, c'est la stratégie d'acquisition, donc à travers les cibles, les analyses qu'on peut réaliser, les multiples, à travers un certain nombre de critères que l'on s'est fixés avec le nouvel actionnaire et des négociations sur les acquisitions, que ce soit les acquisitions de fonds de commerce ou les acquisitions de sociétés. Et puis d'autre part, surtout, c'est la mise en place des nouvelles lignes de financement. C'est-à-dire que sont autorisées, notamment au niveau de la documentation bancaire initiale, un certain montant de CAPEX line qui sont déterminés généralement en période triannuelle, qui nous permettent d'investir tel ou tel et de pouvoir tirer sur notre ligne de financement de manière sécurisée pendant un certain nombre de temps. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'est pas rare que cette documentation bancaire soit un peu bousculée. Pour la petite histoire, il était prévu 15 millions d'euros de financement sur 3 ans pour l'opération des Frères Blancs en termes de CAPEX line. Finalement, ces 15 millions d'euros, on les a tirés en l'espace de 4 mois. Donc là, il va falloir qu'on retourne voir nos charmants banquiers en leur expliquant que, compte tenu des opérations qui sont aujourd'hui dans nos dossiers, et qui font tout l'objet de cette stratégie de LBO, on va leur demander une nouvelle mise en place de lignes de financement. Certains étant dans la salle, on peut déjà considérer que c'est une notification que vous venez de leur faire. Voilà. Oui, mais c'est bien pour ça qu'ils sont dans la salle d'ailleurs. C'était pour chercher ce genre d'informations, puisqu'on leur donne pas autrement. La deuxième chose, c'est donc dans cette règle de LBO, c'est l'intégration et le partage d'expérience, donc à travers notamment... on ne va pas acheter des opérations uniquement pour le plaisir de mettre des nouveaux bâtons à travers les opérations que l'on décide d'acquérir, mais c'est justement pouvoir partager des nouvelles opérations et partager en fait, quand on fait rentrer des nouveaux établissements dans notre parc, c'est s'assurer qu'ils vont être le plus harmonieux possible avec notre stratégie et de pouvoir en fait améliorer sensiblement leur profitabilité à travers nos propres ratios, à travers nos propres règles de synergie. Et la dernière chose, c'est la prise de risque calculée. Donc là aussi, créer de la valeur et trouver des nouveaux relais de croissance, c'est parfois prendre des risques. On n'en a pas encore pris beaucoup. Je ne pense pas qu'on en prenne beaucoup. Mais d'un certain point de vue, on peut parfois, du point de vue de la communauté financière, quand on reprend par exemple un restaurant étoilé, ce qui n'avait jamais été fait dans le groupe jusqu'à présent, on a eu quelques questions en se disant mais quelle est la stratégie qui est derrière tout cela? Donc on leur a expliqué, c'est beaucoup de temps d'explication et de partage pour être sûr que l'ensemble des actionnaires, l'ensemble des actionnaires directeurs de restaurants, l'ensemble des actionnaires membres du fonds d'investissement, l'ensemble des banquiers, on partage tous la même stratégie pour aller ensemble vers l'objectif que l'on s'est fixé.
Il s'agit du restaurant La Marée, rue d'Arru, n'hésitez pas. Très belle cave. D'ailleurs, on aurait pu faire ci sous forme de carte des vins, mais là, il aurait fallu avoir plusieurs fonds d'investissement, parce que comme dans toutes les cartes des vins, il y a parfois des fonds qui sont représentés dans ce type d'opération. Enfin, la présentation, comme tout repas, ne peut pas se terminer sans avoir un bon café et des milliardises. Je dirais que la relation de l'actionnaire vue du dirigeant, c'est une nécessaire mise en place pour être sûr qu'on apprend à se connaître et en tout cas qu'on apprend à bien se connaître. C'est fondamental, c'est une relation humaine. Encore une fois, une opération de LBO ne peut être définitivement réglée que si l'on est parfaitement en phase avec le nouvel actionnaire, mais également en phase avec l'ensemble des personnes qui vont intervenir dans cette très belle opération, à savoir les directeurs de restaurants, les clients que vous êtes, je n'en doute pas un seul instant, mais également les banquiers, puisque c'est eux, à travers leur financement, qui vont nous aider à pouvoir développer notre beau réseau et notre beau groupe. Et puis surtout, bâtir une relation durable, même si la stratégie des fonds d'investissement peut être considérée comme court terme, entre 3, 5, 7, 7 ans, 8 ans, il n'en demeure pas moins qu'on bâtit ensemble un nouveau mode de financement, un nouveau mode de fonctionnement. Et puis de toute façon, après, même si les actionnaires changent, même si les hommes changent, il n'en demeure pas moins que l'esprit du groupe doit demeurer. Et c'est ça qui est primordial dans n'importe quel type d'opération financière. Je ne sais pas si vous avez quelques questions pour... Ah oui, vous avez des questions. Depuis 2 ans, j'ai travaillé sur une quarantaine de dossiers. On a réalisé 6 acquisitions. On a investi 120 millions d'euros. Ce qui fait que notre groupe est passé de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires à 150, en préservant la rentabilité, bien entendu. Et on devrait atteindre les 200 millions d'euros sous peu. Et je suis assez surpris, finalement, d'avoir assez peu d'homologues qui font ce métier-là dans les sociétés sous LBO. Et peut-être même aussi surpris que les fonds de private equity n'aient pas créé en interne un espèce de poste de responsable M&A volant qui soit complètement dédié aux différentes participations pour aller aider les présidents de directoire et les comités exécutifs à être concrètement dans du M&A au quotidien. Parce que, par exemple, je rencontre des sociétés concurrentes, mais j'élargis l'offre, je voyage un peu partout en Europe, et c'est un métier à plein temps que vous ne pouvez pas, et c'est très logique, faire, parce que vous avez de la levée de fonds d'un côté, de l'investissement primaire de l'autre, et ensuite des sorties. Donc, quel est votre avis sur ce sujet ? Juste une ou deux réflexions. Quand on fait un dossier comme les Frères Blancs, une grande partie de la plus-value à terme, c'est le build-up. Donc, une fois qu'on a passé les fameux 100 jours et qu'au niveau du reporting, on est en ligne, au niveau de l'équipe de management, on s'est bien compris et on a tracé ce que doit être la ligne de notre futur, nous, au conseil de surveillance, notre principal job, c'est de s'assurer qu'on fait le build-up et que le build-up est fait. Et donc, on croise les réseaux de Frédéric, de la directrice administrative et financière qui a 22 ans dans le domaine de la recherche de cibles avec Pierre et Jacques Blanc et nos réseaux à nous pour réussir à ça. Donc, c'est tellement primordial que, non, je ne peux pas être d'accord avec vous, on n'a pas le droit de ne pas le faire. Alors, maintenant qu'on est au sein du conseil de surveillance, un des 3 membres qui soit beaucoup plus axé sur ce point-là que sur d'autres points, oui, c'est une question de répartition des tâches, mais nous considérons réellement que ça fait partie de notre travail. Marc Orient, dans la bijouterie, il y a un certain nombre de logiques de création de valeur, il y en a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. L'une vient dans l'accroissement du réseau, on a une personne au sein du conseil de surveillance qui est dédiée et qui est fait quasiment partie, je ne pourrais pas dire ça ici, mais quasiment partie d'une logique de M&A interne ou externe pour aider le management de la société. Alors, c'est clair que si on fait 15 dossiers dans une logique build-up, je vous rejoins dans la logique, vous n'avez pas que ça à faire, il y a d'autres choses à faire, non, il faudra augmenter les ressources. Non, on augmentera les ressources parce qu'on considère que ça fait partie de notre métier et qu'on doit rester et épauler le management pour ces choses-là. Externaliser cette fonction, pour nous, CDC Capital Investissement n'aurait pas de sens. Eh bien, merci.